Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite exploration dans le monde de la chimie organique en se basant sur les documents qu'on a reçus. C'est la chimie du carbone, quoi. On la trouve partout, vitamine C, aspirine, même les arômes apparemment. L'idée, c'est un peu décoder tout ça. Comment on fabrique ces molécules, comment on sait ce que c'est. Oui, et c'est un domaine vraiment vaste, hein, construit sur finalement peu d'éléments chimiques. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, c'est les principaux. Comme on le voit bien dans les exemples que tu donnais, vitamine C, aspirine. Et ces documents, justement, ils nous donnent un bon aperçu des structures, des noms, et même des techniques pour les manipuler un peu. Alors, commençons simple. C'est quoi une molécule organique d'après ces notes? Il faut du carbone, de l'hydrogène, c'est ça? C'est ça le critère de base. C et H. Et très souvent, de l'oxygène s'ajoute à la fête. D'accord. Et la clé pour comprendre comment elles s'organisent, ces molécules, c'est de regarder combien de liaisons, combien de bras, si tu veux, chaque atome peut faire. Le carbone, lui, c'est la star. Il en fait 4. 4 liaisons pour le carbone. Voilà. L'hydrogène, juste une. Et l'oxygène, 2. C'est cette capacité du carbone à faire 4 liaisons qui lui permet de former des squelettes, des architectures complexes, avec des liaisons simples ou parfois des doubles. Ah oui, les schémas dans les docs montrent ça, les chaînes carbonées. On voit des trucs tout droits, linéaires, d'autres avec des branches, des ramifications, Tout à fait, et même des cycles, comme pour l'aspirine, c'est mentionné. C'est assez parlant visuellement. c'est ça. Et pour une même molécule, prenons l'éthanol, l'alcool de table, quoi, on a différentes façons de l'écrire. La formule brute, c'est 2H6O. Elle dit juste combien il y a de chaque atome. Point. Ok, ça c'est le minimum. Voilà. Alors que la formule semi-développée, CH3CH2OH, là on voit déjà mieux comment c'est agencé, qui est lié à qui, sans pour autant dessiner toutes les petites liaisons HC. C'est plus pratique, ça dépend de ce qu'on veut montrer. Bon, avec toutes ces structures différentes, il faut bien un système pour s'y retrouver, pour leur donner un nom. Les notes parlent de nomenclature avec des préfixes met, et, prop, but. Ça dépend du nombre de carbone, c'est ça? Exactement. C'est une logique assez puissante en fait. Plutôt que d'avoir des noms communs parfois un peu flous, on a un système, on prend ce préfixe pour la longueur de la chaîne principale, Met, et, etc. c'est ça, et on ajoute un suffixe qui lui va nous dire quelle est la fonction chimique principale de la molécule. Et on peut même ajouter des chiffres pour dire où sont les branches, les ramifications ou la fonction elle-même. C'est comme une carte d'identité très précise pour chaque molécule. Justement, ces fonctions, ces groupes fonctionnels, ça revient souvent. L'idée, si je pige bien, c'est que certains petits groupes d'atomes donnent à la molécule des propriétés particulières. Une sorte de personnalité chimique. C'est tout à fait ça. C'est ce qui va dicter en grande partie comment la molécule va se comporter, comment elle va réagir. Les documents en listent quelques-uns des plus courants. Le groupe OH, ça c'est les alcools, comme l'éthanol qui finit en ol. D'accord? Le groupe COOH, ça c'est des acides carboxyliques. C'est ça qui donne le goût acide au vinaigre, l'acide acétique. Le nom finit souvent en acide oïque. Ah oui, acide acétique, acide éthanoïque. Voilà. Et puis, il y a les esters avec le groupe -COO, qu'on trouve souvent dans les arômes, comme on va le voir. Reconnaître ces groupes, c'est déjà un peu deviner le caractère de la molécule. Intéressant. Alors, autre question. Si on a un mélange, comme l'huile essentielle de menthe qui est citée, comment on fait pour savoir ce qu'il y a dedans exactement? Les notes parlent de chromatographie, on met une goutte sur un papier, un solvant monte et hop, ça sépare les composants. C'est le principe de base, oui. On a une phase fixe, le papier ou une plaque spéciale, et une phase mobile, le solvant qu'on appelle l'éluant. Chaque substance du mélange va interagir différemment avec ces deux phases. Elles ne collent pas pareil, en gros. Voilà. Celles qui sont plus solubles dans le solvant et moins retenues par le support vont migrer plus vite et plus loin. Pour la menthe, par exemple, on peut séparer la menthone, qui est une cétone, du menthol, qui est un alcool. Ils n'auront pas la même vitesse de migration. D'accord, je vois. Et, point important soulevé, la sécurité. Les solvants utilisés, comme le cyclohexane ou le chloroforme mentionné, sont souvent volatiles, parfois toxiques. Donc oui, il faut absolument des équipements. Gants, lunettes, blouses, travailler sous haute si possible, faut faire gaffe. Bien noté. Et alors, on peut non seulement identifier, mais carrément fabriquer des molécules. Il y a un exemple de synthèse de l'arôme de banane, l'acétate d'isoamyle. Ça a l'air d'être, on mélange un acide, l'acide acétrique. Oui,
Avec un alcool, l'alcool isoamylique. On ajoute un petit coup de pouce avec un catalyseur, l'acide sulfurique, et on chauffe doucement. C'est la recette classique pour faire un ester, ce qu'on appelle une estérification. Et après que la réaction ait eu lieu, il faut purifier bien sûr. Les étapes des grids sont typiques. Le relargage, c'est ajouter de l'eau salée pour que l'ester, qui est peu soluble dans l'eau, se sépare encore mieux. Et ensuite, la décantation, où on utilise une ampoule à décanter, ce grand entonnoir en verre avec un robinet, pour séparer la couche d'ester, souvent huileuse, de la couche aqueuse en dessous. Donc le bilan de la réaction, c'est acide plus alcool égale ester plus eau. Simple sur le papier. Oui, sur le papier. Mais une nuance importante dans les notes, c'est que cette réaction, elle n'est pas totale. Le rendement, c'est-à-dire la quantité d'ester qu'on obtient vraiment, est limité. Moins de 66% apparemment. Ah oui, c'est pas 100%. Non, et en plus, elle est réversible. C'est-à-dire que l'ester peut réagir avec l'eau formée pour redonner l'acide et l'alcool de départ. Ça s'appelle l'hydrolyse. Le catalyseur, l'acide sulfurique, il accélère la réaction pour atteindre cet équilibre plus vite, mais il ne change pas la position de l'équilibre. C'est une subtilité importante en chimie. D'accord. Donc en résumé, de la structure de base avec ces atomes qui s'accrochent au nom un peu codé, en passant par les techniques pour voir ce qu'on a, comme la chromato, et même jusqu'à fabriquer nous-mêmes des choses comme cet arôme de banane, ben, ces documents nous montrent bien que la chimie organique, c'est un vrai jeu de construction, quoi. Avec des règles et le résultat est partout autour de nous. Tout à fait. Et ça amène, je trouve, une réflexion intéressante, surtout avec cet exemple de l'arôme de banane synthétisé. Si la molécule qu'on fabrique en labo est chimiquement identique, mais alors parfaitement identique à celle qu'on trouve dans la banane naturelle, quelle différence ça fait au fond? Bonne question. Qu'est-ce que ça implique pour notre perception du goût, de l'odeur, pour ce qu'on appelle naturel versus synthétique? C'est une question qui va au-delà de la simple formule chimique sur le papier. Absolument. De quoi réfléchir après cette plongée. Merci d'avoir suivi notre exploration.